Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Ceci est une première vidéo où il y aura certainement un cycle de vidéos là-dessus sur le world building dans des œuvres qui appartiennent à un certain genre littéraire. Donc le world building pour moi, ça n'appartient pas qu'au genre de l'imaginaire parce que oui, donc effectivement dans les genres de l'imaginaire, ça peut être une adaptation ou une invention d'un monde. De nouvelles coutumes, de nouvelles religions, de nouveaux peuples, etc. Mais je trouve que le world building existe et est également tout aussi important dans des genres plus réalistes, entre guillemets, comme la romance, la littérature blanche, le polar, évidemment. Parce que je trouve en fait que les livres où les personnages évoluent comme ça, un petit peu hors du temps, un peu hors du monde, ça peut être significatif si un personnage a vraiment une personnalité à être un petit peu évaporée, mais je trouve qu'un personnage en fait, ou que plusieurs personnages, ils évoluent dans un monde qui influe sur leur quotidien, sur leur vie de tous les jours, sur leurs rêves, sur leurs désirs, mais ils peuvent également influer sur ce monde-là. Donc, cette semaine, ça va pas être toutes les semaines hein, pour pas vous laisser, mais j'ai décidé de travailler sur la notion de world building à travers l'urban fantasy et à travers plusieurs œuvres. Donc, on va parler de Harry Potter, Neverwhere, American Gods Verse, Percy Jackson et Lore Olympus. J'ai volontairement mis Sandman de côté, donc qui est un comics de Neil Gaiman aussi, donc Neil Gaiman Power, parce que à mon avis ça appartient pas spécialement à l'urban fantasy et c'est assez complexe, donc j'ai pas envie de. C'est pas le livre, enfin pas l'histoire qui est complexe, c'est que faut que je me replonge dedans pour pouvoir vous en faire un retour. Mais là on est sur des livres ou des webcomics que soit j'ai lu entièrement. Percy Jackson, j'en ai lu 3 sur 5 sur le premier cycle. C'est le premier cycle Percy Jackson. Donc bref, on va déjà commencer par savoir de quoi qu'on cause, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, je suis tout bêtement sur Wikipédia parce que même si l'article sur la fantaisie urbaine, donc l'urban fantasy, ne cite a priori pas suffisamment ses sources, moi je l'ai trouvé quand même plutôt costaud, et je pense aussi que j'ai des envies là ces temps-ci de lire des livres sur des genres littéraires. Donc pour les genres de l'imaginaire, je pense que j'irai du côté d'Anne Besson par exemple, mais bref. Je vais vous lire quelques petits bouts de l'article sur la fantaisie urbaine, donc l'urban fantasy. L'urban fantasy est un sous-genre tantôt du merveilleux, tantôt de la fantaisie, où des créatures légendaires, féeriques ou mythologiques vivent dans un centre urbain dont le niveau technologique peut varier entre la fin du 19e siècle et le 21e siècle. L'origine du merveilleux, issu de la tradition orale, le merveilleux est présent dans les récits religieux et païens. Pour les anciens, l'intervention des dieux, dans l'épopée notamment, était acceptée comme telle, merveilleux païen. Pour les chrétiens, ce seront des anges et des démons, les saints et leurs dons miraculeux, dans le merveilleux chrétien. La forme la plus populaire rattachée au merveilleux est le conte de fées ou conte merveilleux, mais on le décèle également dans le mythe, la fable, la légende, l'épopée, la fantaisie. Il passe par la suite du monde de la littérature à celui du cinéma. Je m'arrête là sur le merveilleux pour pas en faire des tartines. On parle aussi de la fantaisie. Je remets une petite couche juste sur ce qu'est la fantaisie. La grosse différence entre la fantaisie et la fantastique. Le fantastique, on est dans un monde normal et les choses surnaturelles qui surviennent n'appartiennent pas au normal. Donc ça va être un phénomène de hantise par exemple avec un fantôme, mais disons que rien n'est normal. Donc s'il y a de la magie, s'il y a une créature surnaturelle ou des trucs comme ça, les gens vont être inquiets parce que ça sort de l'ordinaire, c'est pas normal. La fantaisie, au contraire,
C'est un genre artistique et littéraire qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires, souvent associés au mythe et souvent figurés par l'intervention ou l'emploi de la magie et de l'anachronisme. Genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. Donc ça, c'était la Commission générale de terminologie et de néologie. Pour l'écrivain et éditeur André-François Ruot, la fantaisie peut être considérée comme un sous-genre du fantastique. La fantaisie est une littérature fantastique, incorporant dans son récit un élément d'irrationnel qui n'est pas traité seulement de manière horrifique, présente généralement un aspect mythique et est souvent incarnée par l'irruption ou l'utilisation de la magie. Marie-Cécile Guernier, qui part de la définition du dictionnaire historique Robert. Une littérature qui se trouve dotée d'une dimension mythique et qui incorpore dans son récit un élément d'irrationnel au traitement non purement horrifique, notamment incarné par l'utilisation de la magie. L'urban fantasy, c'est un genre qui est assez polymorphe. Je pense qu'il n'y a pas de définition qui soit hyper calibrée et qui donne vraiment des frontières très précises au genre, enfin au sous-genre. Pour moi, c'est vraiment à la lisière entre le fantastique et la fantaisie. La plupart des œuvres abordent surtout la seconde moitié du XXe siècle et le XXIe siècle. Magie et technologie s'y côtoient. L'élément le plus important est que les récits du genre prennent place dans un centre urbain, un univers familier créé par l'homme qui se trouve en contraste avec celui généralement associé aux créatures surnaturelles. Le surnaturel a existé, a été connu et accepté dans le passé avant d'être oublié, caché, voire détruit. Et il fait irruption à nouveau dans le monde civilisé. Ce genre se situe au confluent d'influences du fantastique pour l'irruption du surnaturel et de la fantaisie, son monde à part, ses créatures fantastiques et surnaturelles, sa magie, etc. Quand on rajoute un petit peu d'horreur, il cite le labyrinthe de Pan. En inspiration, il cite Peter Pan avec roman appartenant au genre du merveilleux et qui se passe dans un autre monde, le pays imaginaire. Je vous cite uniquement les sources que je connais, parce que je ne vais pas pouvoir vous parler par exemple du cycle des princes d'ambre. Ah voilà, dans les... ça me fait rire. Ils comprennent des auteurs encore peu connus en France. Donc là, ils parlent du développement de la fantaisie dans les années 80-90. Et dans le lot, il y a Robin Hobb. Je pense qu'elle est un petit peu connue en France. Le XXIe siècle, l'apparition en France. En France, la fantaisie urbaine apparaît tardivement à la fin des années 90. Un des jalons est la traduction par Patrick Marcel en 1998 du roman Neverwhere de Neil Gaiman. Thème et caractéristiques de la fantaisie urbaine. La fantaisie urbaine est un genre protestataire qui sert souvent de tribune à la critique de notre société. Elle canalise une sorte de révolte, un rejet de la société moderne et le désir d'un retour du merveilleux. C'est la critique d'une société déshumanisante, irrespectueuse de la nature et individualiste. Donc il y a un côté underground. La féerie, les créatures magiques sont dissimulées aux humains et souvent les seuls capables de franchir le voile sont des marginaux et des enfants. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent dans la fantaisie urbaine des clochards, je vous cite Neverwhere parce que je ne connais pas les autres, des artistes et autres exclus. Le mode de contact entre le merveilleux et le monde réel peut prendre plusieurs formes. Le merveilleux a toujours existé et a été refoulé aux frontières de notre monde, dans les égouts, le métro, les toits. En s'aventurant trop loin, on pourrait se retrouver plongé dans un autre monde sans en avoir directement conscience. C'est la forme la plus courante utilisée dans la fantaisie urbaine pour le merveilleux, celle d'enclave où la féerie se cache. Donc là, c'est l'exemple de Neverwhere. Les créatures féeriques et la magie existent dans un monde urbain imaginaire, évoluent librement aux côtés des humains et possèdent souvent la technologie parfois plus développée. Il y a un film sur Netflix ça doit ressembler à Split, un truc comme ça, le nom. C'est pas ça. C'est avec Will Smith. Et c'est des fées, et il y a des elfes et des orques. Je retrouverai le nom, je vous le mettrai quelque part. Mais là, on est de mémoire. Mais j'ai pas aimé ce film-là. Mais les elfes, en fait, si vous voulez, c'était un petit peu la caste supérieure à tout le monde. C'est ceux qui avaient le pouvoir, il me semble, à la fois financier, il y avait également des pouvoirs magiques.
Et en fait, on était là-dedans. Il me semble qu'il possédait du coup une technologie plus développée également. Enfin, il y a, donc toujours dans le mode de contact entre le merveilleux et le monde réel, les créatures imaginaires ont un monde à elles, mais ont souvent un rapport plus poussé avec notre monde. C'est la plupart du temps dans la littérature jeunesse qu'on trouve ce style de fantaisie urbaine, avec souvent quelques humains qui sont au courant de leur existence. Dans ce genre aux frontières très floues, ces œuvres font apparaître des éléments de merveilleux ou de fantaisie, le combat bien-mal, le concept d'élu, qui permettent de ne pas être confondus avec le fantastique. Je vous mettrai en barre d'informations l'article Wikipédia sur l'urban fantasy que je trouve quand même pas mal. Donc, le world building en fantasy. On va commencer par l'Or Olympus. L'Or Olympus, c'est un webcomic où Rachel Smith, il me semble, raconte l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. La grande originalité qu'il y a dans cet univers, c'est que on a très peu de scènes avec des humains. Mais les humains, ils vivent à une époque antique, ils sont bergers, ils peuvent faire des bêtises en allant ravager par exemple un bosquet qui appartenait à des nymphes, des trucs comme ça. On a très peu de choses sur les humains. L'Or Olympus, ça s'intéresse surtout aux dieux olympiens et aux dieux aussi qui ne sont pas olympiens. Il y a le monde des morts, il y a toute la mythologie grecque on sent vraiment que l'autrice, elle a fait énormément de recherches et qu'elle a fait des choix entre tel et tel mythe sur une même histoire pour nourrir en fait sa narration. C'est hyper bien fait, c'est très beau. Ça aborde des thématiques qui sont pas évidentes, notamment les agressions sexuelles, le viol, le consentement, les relations abusives aussi, les relations parentales qui sont compliquées, parce que puis il y a Zeus, donc on va dire que ça aborde un petit peu l'infidélité aussi quand même, et la jalousie avec Héra. Mais bref, c'est une très belle histoire. Et quel est donc, vous allez me dire, le world building dans l'Or Olympus? Eh bien, l'originalité, je trouve, dans cette œuvre, c'est que les dieux grecs, ils vivent dans le monde de la technologie, donc un monde comme le nôtre. Ils ont un genre de Facebook qui s'appelle pas comme ça. Ils ont des grandes maisons, des appartements, ils commandent des trucs avec des gens de Uber et compagnie. Vous avez les enfers où réside Hadès, puis après Perséphone aussi, qui sont organisés comme une espèce de multinationale parce que en fait le boulot d'Hadès c'est de gérer le royaume des morts et ça ne s'arrête jamais parce que des morts il y en a tout le temps. Enfin la grande originalité en gros c'est qu'il y aurait presque une inversion en fait au niveau de ce qu'on peut s'imaginer sur les dieux qui vont pu rester à une époque un petit peu ancienne et les hommes qui seraient à une époque moderne. Et là, en fait, non, c'est que les hommes sont à une époque antique, ce que je dirais, une époque antique, et les dieux sont dans notre monde. Donc il y a plein de références à des choses qu'on fait, les likes, les trucs comme ça, les réseaux sociaux, etc. Les fêtes, aller faire les boutiques, des trucs comme ça. Et du coup, ça fait une énorme différence entre ce que vivent ces dieux-là et le très peu de ce qu'on a pu lire sur la vie des hommes. Donc la vie des hommes en général c'est quand ils font des conneries ou quand ils se sont fait pécho par un des dieux ou déesses et qu'ils accèdent à la divinité. Je m'arrête là pour l'Or Olympus. On va passer à Percy Jackson. Donc comme je vous ai dit, j'ai lu seulement les 3 premiers volumes, les 3 premiers livres du premier cycle. Je vais lire la suite, comme ça je vous fais des petites chroniques il sera passé du coup au niveau du world building lui. Le truc qui est très intéressant, c'est que, on va dire, pour l'ensemble du monde, les dieux, il n'y en a pas. Ça n'existe plus. Percy Jackson, je vais pas vous spoiler, hein. Percy Jackson découvre en fait qu'il est le fils d'un dieu, d'un Olympien.
d'un dieu grec. Il y a une petite thématique dieu grec là entre Lore Olympus et Percy Jackson. Et en fait, dans cet univers, le truc qui est très intéressant, c'est que les dieux en fait se cachent à la vue des humains qui n'interagissent pas avec eux par la brume. Donc la brume, c'est une espèce d'illusion qui fait qu'ils ne vont pas voir ce qui se passe, même s'il y a une manticore qui est en train de défoncer un héros juste à côté. Ils ne vont pas le voir. Donc les humains ordinaires ne voient pas les dieux grecs. Mais Percy n'est pas un humain ordinaire parce que Percy est le fils d'un dieu. Il le découvre assez tard, il découvre très rapidement qui est son père. Et en fait, sa mère, elle a été séduite par ce dieu-là, et ce qui fait qu'elle peut les percevoir également. Et on retrouve là aussi toute la mythologie grecque, avec là aussi une modernisation en fait de ce qu'on connaît de la mythologie grecque. Et c'est de la littérature jeunesse, donc c'est vraiment différent de Lore Olympus. Les thématiques sont un petit peu plus light, même si je trouve que le 3 s'assombrit un petit peu. Mais comme Harry Potter pouvait s'assombrir également. Et en termes de world building, il y a des trucs qui sont intéressants. C'est que par exemple, les enfants des dieux, donc on va dire les bâtards, entre guillemets, les enfants qu'un dieu ou une déesse a eu avec un mortel, ou qu'un satyre, enfin bref, des dieux majeurs ou des dieux mineurs, ou qu'une nymphe a eu avec un homme, ils sont au camp des sangs mêlés, quand ils sont enfants. Parce que il y a une loi qui dit, enfin c'est un monde qui est assez pétri de lois, il y a une loi qui dit que les enfants de Dieu, donc les enfants qui ne sont pas purement divins, ces limites, ils ne devraient pas exister. Ils ne devraient pas être là en fait. Ce qui fait que les monstres peuvent les attaquer. Donc les monstres, on peut avoir le Minotaure, des manticores, Méduse, etc. Tous ces personnages, ces monstres, ces créatures sont transformés entre guillemets quand Rick Riordan, donc l'auteur, a imaginé ce monde-là. Par exemple, souvent, apparemment, les bébés cyclopes, enfin les très jeunes cyclopes, vivent à la marge parce que leurs parents savent pas quoi en foutre, parce qu'ils sont un petit peu simples d'esprit quand même. Ils sont... parce que, enfin, on dit qu'ils sont simples d'esprit parce que quand ils ont 4 ans, ils ont l'air d'en avoir 22, mais que du coup, ils ont toujours 4 ans. C'est des tout petits. Mais c'est des tout petits qui sont très grands. Et que les gens ne vont pas percevoir comme un cyclope avec un très grand, avec un seul œil au milieu du front, mais ils vont le percevoir comme un grand gaillard qui a une vingtaine d'années, sauf que c'est un tout petit. Et les humains vont les percevoir avec 2 yeux. Ça, c'est l'effet de la brume. Et en fait, il y a pas mal de... l'Olympe, par exemple, c'est un lieu où résident les dieux et qui voyage parce que là, je vais vous le mettre en barre d'infos parce que du coup, je le fais à l'impro, là, j'ai plus en esprit. Mais il y avait une pensée antique qui disait que la civilisation, elle allait vers l'ouest. Donc la civilisation grecque, elle allait vers l'ouest, ce qui fait que au moment où l'histoire est racontée, Percy Jackson, donc je pense années 90-2000, l'Olympe est quelque part en Amérique, dans le nord de l'Amérique, où est la civilisation entre guillemets, où est la civilisation qui brille le plus. C'est pas faux. Il y a des choses comme ça. Il y a quand même un petit peu d'interaction entre les humains qui ne sont pas, on va dire, dans ce monde mythique, merveilleux, mythologique, et ceux qui y sont. Il peut y avoir des batailles à côté d'humains qui ne vont pas le percevoir. Et il peut y avoir un moment, un humain qui le perçoit. Du coup, on se dit, tiens, pourquoi ce personnage-là, qu'on a juste un nom en plus, pourquoi est-ce qu'il voit ce qui vient de se passer? Comment ça se fait? Et pourquoi surtout il trouve ça normal? Donc, dans Percy Jackson, on a la notion de marginalité avec certains monstres,
certaines créatures mythologiques ou personnages mythologiques qui vivent à la marge de la société des hommes, dont la majorité ne perçoit pas du tout cet univers-là. Et voilà, je pense que je ne vais pas en dire beaucoup plus. Lisez Percy Jackson, évidemment. On va passer aux œuvres de Neil Gaiman, Neverwhere, et donc quand je parle aussi d'American Gods, c'est un peu American Gods verse, c'est-à-dire American Gods, Anansi Boys, Le Monarque de la Vallée et Le Dog Noir. Je commence par Neverwhere. Neverwhere, c'est un livre qu'il a écrit, c'est un de ses premiers livres alors qu'il était scénariste pour la télévision, parce que Neverwhere est également une série télé qui a été adaptée peut-être sur la BBC, je ne sais plus. Bonjour Gabi. Et Neverwhere, en fait, ça raconte l'histoire de Richard Mayhew qui, en aidant une jeune fille qui est blessée, disparaît de sa vie. Parce que dans Neverwhere, ça prend place à Londres. Il y a le Londres d'en haut tel qu'on le connaît et le Londres d'en bas qui est caché et qui est dans les souterrains, les stations de métro, etc. En fait, normalement, les personnages qui appartiennent au Londres d'en bas sont invisibles, ou quasiment, pour ceux qui vivent au Londres d'en haut. Ce qui fait que le Londres d'en bas, il n'y a même pas forcément une notion de tabou sur son existence. C'est surtout que la magie de ce monde-là, de ce Londres d'en bas, fait que ceux qui appartiennent à cet univers-là, soit on ne les remarque pas, soit ils peuvent un petit peu interagir avec les gens de là-haut qui vont les oublier quasiment à la seconde. Et là où on voit que les règles de ce monde sont très puissantes, c'est que quand Richard va aider cette jeune fille qui s'appelle Porte, il perd sa vie au final. Il perd son identité, il perd son boulot, il perd sa fiancée, il perd son appartement. Des trucs hallucinants parce qu'au final, plus personne ne se souvient de lui. Mais vraiment, il n'a jamais existé. Ce qui fait que le pauvre gars, le lendemain, je pense, après avoir aidé cette jeune fille, il va au boulot, mais son bureau est à moitié en déménagement parce que quelqu'un va prendre sa place. Parce que oui, il manque quelqu'un au final. Non, il y avait un poste à pourvoir. Sa fiancée ne le reconnaît plus. C'est vraiment un étranger. Et en fait, ça c'était une scène qui était assez marrante, gênante. C'est que quand Richard est chez lui en train de prendre une douche, un agent immobilier vient avec des gens qui veulent louer son appartement. Et en fait, il y a un gars dans l'appart, mais à peine on l'a vu, il n'existe plus. Ce qui fait que le pauvre gars, en fait, il se retrouve très rapidement avec plus rien, même pas un nom, même pas une identité. Et la jeune fille qu'il a aidée va lui filer un coup de main au final parce que, ayant aidé quelqu'un du Londres d'en bas, il finit par appartenir à ce monde-là. Mais c'est un monde qui a certaines règles. Donc, quand on fait partie, tu n'es plus rien là-haut. Et il va découvrir en fait toute une tripotée de personnages qu'on pourrait traduire par étant à la marge. Parce que vu la manière dont ils sont habillés, dont ils interagissent ensemble avec les autres, on va voir des vampires, on va voir un ange, on va voir des gens qui parlent à des rats, des parlent aux rats. Il y a de la magie, il y a... Richard en fait qui n'est juste qu'un mec comme les autres et qui est un petit peu trouillard sur les bords quand même et un petit peu angoissé aussi, il va devoir s'approprier les règles de ce monde, des règles qui n'ont aucun sens pour lui évidemment, et des règles qu'il ne connaît pas surtout, et surtout les gens autour de lui, ils en ont pas grand chose à foutre qu'il survive ou pas. Sauf qu'à un moment, dans son évolution dans ce monde-là,
Richard prend un petit peu les choses en main, même s'il est toujours aussi flippé. Et ce qui fait qu'il s'approprie en fait ces règles et qu'il va avoir de meilleures chances de survie une fois qu'il va comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un monde qui est à peine effleuré. Enfin, à peine effleuré, peut-être pas. C'est un monde qui est assez conséquent. Neil Gaiman s'est servi du plan du métro de Londres et a mis en fait dans les stations qui sont fermées, des lignes qui sont fermées. Il s'est inspiré des noms de ces stations-là pour bâtir une histoire. Et franchement, moi, c'est un de mes livres préférés. Je l'ai relu il y a un an et demi, un truc comme ça. Et c'est vraiment un plaisir de replonger là-dedans. Et la langue est hyper belle. Et en fait, je pense que c'est un monde. Neil Gaiman avait sous-entendu qu'il ferait peut-être une suite. C'est un monde qui mérite en fait d'être encore exploré, sans doute avec Richard et Porte, la jeune fille. Oh putain, mais qu'elle est chiante! La jeune fille, la jeune fille qui l'a sauvée. C'est vraiment super. On passe à American Gods. Donc là, je parle de American Gods Verse. Le premier livre, c'est American Gods. Le second, c'est Anansi Boys, qui appartient au même univers, mais qui peut complètement être lu tout seul et qui est beaucoup plus une comédie. Le monarque de la vallée et le Dogue noir sont une suite d'American Gods. Donc je vous conseille très fort de commencer à lire American Gods d'abord avant de lire la suite. Si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, commencez par Anansi Boys, qui pour moi il peut avoir lieu autant avant qu'après American Gods. Il y a juste un personnage en commun, il me semble, peut-être plus, mais ça peut carrément être lu à part, et c'est un univers qui a à peu près les mêmes règles, avec quelques petites variations parce qu'on n'est pas sur le même panthéon. Dans American Gods, on suit l'histoire de Shadow Moon, donc Ombre, il me semble qu'il est appelé Ombre Moon dans l'édition que j'ai, c'est une vieille édition. Ombre Moon, en fait, c'est un gars qui est en prison. American Gods, je vous précise aussi vite fait, ça a été adapté sur Prime en 3 saisons. Ça a été apparemment un tournage qui a été très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de showrunners différents. Et ça apporte pas mal c'est très complémentaire au livre, mais c'est à la fois plus riche et différent. C'est vraiment bien. Franchement, la série, je vous la conseille. Avec la petite frustration du fait que c'est arrêté à la saison 3 pour le moment. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs, pas mal des acteurs qui aimeraient la terminer. Et je pense qu'il faudrait bien encore 1 ou 2 saisons en fait pour clore l'histoire. Après, la fin de la saison 3, c'est plus pour moi une fin de saison qu'une fin de série. Mais ça peut quand même être vous ne serez pas complètement déçus non plus. Donc il est possible que je dise des petites imprécisions parce que l'histoire est un petit peu différente entre le livre et la série télé. Donc là je parle bien de American Gods tout court, pas le reste. Mais bref, donc American Gods, le livre, on suit l'histoire de Shadow Moon ou Ombre Moon en français, qui est un homme qui sort de prison. Il y était parce que c'était un arnaqueur. En gros, je ne sais plus exactement si c'est pour une histoire d'arnaque dans un casino comme dans la série. Peut-être pas, je ne sais plus. Mais bref, il sort de prison un jour plus tôt. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que sa femme est morte. Donc, il a un petit ascenseur émotionnel pour quelqu'un qui est quand même assez stoïque. Ombre Moon est quelqu'un de très stoïque. Et donc il apprend que sa femme est morte, donc il se met un peu en pilote automatique à préparer sa sortie de prison, à aller retourner chez lui, à vouloir retourner chez lui, organiser les funérailles de sa femme et savoir un peu après qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Ombre Moon, il rencontre assez rapidement un homme étrange qui
qui semble connaître bien plus sur Ombre Moon que ce qu'il pourrait laisser paraître, mais vraiment bien plus. C'est comme si quelqu'un que vous ne connaissiez pas connaissait des détails de votre vie qui relèvent de l'intime, vous voyez? Donc cet homme se fait appeler voyageur et en fait assez rapidement dans l'histoire, Ombre Moon va pas comprendre ce qu'il est, mais voyageur va lui dire qui il est, à savoir c'est un dieu du panthéon nordique. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ce qui fait que cet homme-là, il a besoin d'un garde du corps à l'origine, c'est ce qu'il disait à l'origine. Et voyageur, c'est comme Ombre Moon, c'est un arnaqueur. C'est un charmeur, il a de la gouaille, il sait manier les mots, il sait faire un petit peu de choses magiques. Ça va pas être des trucs boum qui pètent de partout, etc. C'est des toutes petites choses, mais qui fonctionnent. Et où on se dit, c'est bizarre ça. Et en fait, cet homme-là a besoin d'un garde du corps parce que c'est un dieu nordique, un dieu ancien, et que avec l'émergence avec l'évolution de l'humanité, l'évolution technologique, Internet, les réseaux sociaux, non, c'était pas encore les réseaux sociaux, mais enfin Internet, les médias, etc., émergent de nouveaux dieux qui sont un peu l'incarnation de ça, quoi, de la route, de la ville, de la pierre, de l'information, des médias, etc. Et il commence à se passer beaucoup de choses très étranges autour de Shadow Moon. D'autant plus que sa femme, qui est morte, sa femme elle est morte, hein, qui est morte dans des circonstances quand même pas bien glorieuses, sa femme revient d'entre les morts. Non mais elle revient d'entre les morts en mode zombie, quoi. Et tout ça parce que Ombre Moon, en rencontrant un personnage qui relève là aussi du folklore celtique, a offert une pièce d'or bien particulière à sa femme en la jetant en fait sur la terre qui recouvrait son cercueil. Et cette pièce d'or l'a réanimée parce que c'est une pièce d'or bien particulière. Ce qui a été beaucoup plus développé dans la série télé et qui est... j'adore. Dans la série télé, c'est génial. Donc on a un personnage qui découvre plein de trucs bizarres, qui relèvent du panthéon nordique, de différents panthéons. Il va rencontrer des créatures comme des léprochaunes. Il va rencontrer, je me demande s'il ne croise pas des berserkers. Je suis pas sûre. Je sais qu'il y en a dans la série télé, il y en a un moment dans la série télé, mais je ne sais pas s'il en croise dans le livre. Et si vous voulez les règles de ce monde-là, c'est que il y a fort longtemps, des Vikings sont arrivés en Amérique. Ils crevaient la dalle sur une plage. Du coup, ils ont prié leur dieu. Ils ont fait un sacrifice pour lui. Ils se sont fait ensuite massacrer par la population locale, les Indiens autochtones. Mais le dieu est resté. Et en fait, c'est pareil pour la majeure partie des dieux qui sont des anciens dieux européens, africains, indiens, d'ailleurs, qui sont arrivés en Amérique. Ce sont des dieux qui ont été importés. Et il y a aussi des figures, des figures un peu du Far West. Il y a l'oiseau tonnerre. Il y a pas mal de figures des panthéons aussi natifs américains qui existent également. Et en fait, il y a une guerre entre ces nouveaux dieux, entre les nouveaux dieux qui veulent se débarrasser des anciens dieux qui n'ont quasiment plus de pouvoir parce que plus personne ne croit en eux, plus personne ne les prie, plus personne ne leur fait de sacrifices. En fait, les règles de ce monde-là, c'est que les anciens dieux qui n'ont quasiment plus de prières, plus de rituels, etc.,
Ils essayent de survivre comme ils peuvent dans une Amérique moderne. On est dans l'Amérique des années 90 à peu près. Donc il n'y a pas tout l'essor de l'Internet comme c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones et compagnie. Et ils sont vraiment en marge de la société. Certains ne savent pas qui ils sont. Ce qui est beaucoup plus travaillé dans la série télé et qui est très très bien faite. Ces anciens dieux survivent un peu comme ils peuvent. Il peut y en avoir qui gèrent un dîner. On a un ancien dieu qui bossait dans un abattoir. Des déesses qui lisent dans les feuilles de thé pour dire l'avenir à leurs clients et qui réussissent à avoir un petit peu d'argent comme ça. Ils ont très très peu de pouvoir encore. Ils en ont, ils peuvent faire des choses, mais ils ont très peu de pouvoir. Et je trouve que c'est vraiment très original d'aborder comme ça des dieux qui n'ont pas ou peu de pouvoir, qui se démerdent un petit peu comme tout le monde peut se démerder pour essayer de survivre, remplir son frigo et payer son loyer, mais ils sont tous dans une nostalgie de l'avant, sachant qu'en plus dans cet univers-là, les dieux ont été importés en Amérique, mais leur version originale dans leur pays existe certainement. On avait eu la preuve dans le Monarque de la Vallée ou le Dog Noir, l'un des deux. Et c'est vraiment fascinant. Et en fait, ces dieux-là, ce dont ils ont besoin, c'est de créer du coup de nouveaux croyants. Et c'est là la fonction que voulait Voyageur chez Ombre. Il voulait lui montrer des choses et il voulait qu'il croie. Parce qu'avoir quelqu'un qui croit, c'est une pile pour eux, c'est de l'énergie, c'est leur rendre leur puissance. Et il peut y avoir des démonstrations de pouvoir, c'est des dieux quand même. Donc c'est des dieux qui peuvent mourir. Ils peuvent mourir comme tout le monde, sauf qu'ils reviennent. Ils reviennent toujours. Ou pas. Ou ils peuvent être invoqués par d'autres dieux qui en ont besoin. Donc je trouve que c'est un univers qui est quand même très riche. C'est un univers où on va rencontrer énormément de dieux ou de créatures de différents panthéons, de différentes régions du monde, et qui sont un peu dans la galère des fins de mois difficiles et compagnie, et de bosser H24 pour réussir à survivre dans une grande ville américaine. Et c'est un road trip aussi, c'est vachement, c'est top, c'est un super univers. Après je suis fan, donc j'ai du mal à trouver des défauts à ce qu'écrit Neil Gaiman. Donc ça c'est American Gods, et la suite, donc on suit Shadow Moon ensuite qui part en road trip en Europe, avec le Monarque de la Vallée et du coup le Dog Noir. Ça va se passer en Europe du Nord. Il me semble qu'il y en a un qui doit avoir lieu en Écosse peut-être, et un petit peu plus haut, je ne sais plus exactement où. Il va rencontrer là aussi parce que Shadow Moon c'est un peu un phare, c'est la lumière. Ça c'est quelque chose que lui avait dit. C'est quelque chose que lui avait dit Laura Moon en revenant des morts. C'est qu'en fait il était comme un phare dans la nuit et qu'il attire les créatures à lui. C'est sa nature divine au final. Et Shadow va rencontrer des créatures et des divinités aussi qui vont être plus locales. Donc des divinités qui vont peut-être être un petit peu plus puissantes. Il y a des thématiques un petit peu autour de la chasse aux monstres, autour de... Et puis il y a un truc qui est vraiment superbe avec les momies. C'est... Est-ce que les momies, vous vous dites quoi? Panthéon égyptien? Ben en fait, oui, complètement. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur Anansi Boys. Donc Anansi Boys, on va dire que ça se situe après American Gods parce que le livre a été publié après. Le livre a été publié après American Gods. Mais je trouve que ça peut être autant avant qu'après, tellement l'histoire est indépendante. On se retrouve avec à peu près les mêmes règles, à savoir que Anansi, donc, qui est le dieu des histoires africains, ouest-africains,
le dieu araignée, les histoires lui appartiennent. Ce dieu-là a eu 2 enfants avec une femme. Et il s'est passé un truc pas très cool avec les sorcières. Donc les 2 fils d'Anansi, donc les sorcières existent. Les 2 fils d'Anansi, Miguel, Spider en VO, ou Miguel ou Charlie, Charlie ne sait pas, ne connaît plus l'identité de son père. Miguel, par contre, est un dieu, est un demi-dieu. Il a des pouvoirs qui sont hallucinants d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont des pouvoirs qui sont plus forts parce qu'ils sont nés dans la communauté africaine, caribéenne de là-bas, les descendants d'esclaves. Sauf que Charlie, il me semble, il vit à Londres. Oui, Charlie vit à Londres. Il a été complètement... il s'est passé un truc pas cool avec des sorcières et Charlie ne sait pas qui il est et qu'il est d'ascendance divine. Donc Charlie mène un petit peu comme Richard Mayhew dans Neverwhere, il mène sa petite vie quotidienne comme tout le monde. Et il va se passer une chose, c'est qu'en fait, son frère va débarquer pour leur dire que leur père est mort. Et si vous voulez, Charlie, il s'appelle Big Charlie, même s'il n'est pas plus gros que ça, mais c'est un nom qui lui a été donné par son père. Et comme toutes les histoires appartiennent à Anansi, quand Anansi surnomme quelqu'un d'une certaine manière, ce surnom finit par lui coller à la peau et tout le monde dit « Ah bah oui, Charlie, il est un petit peu gros ». Ou il y avait une histoire aussi, il avait renommé le chien d'un voisin qui devait être un chien de race ou je sais pas quoi, mais il lui avait donné un nom complètement ridicule et au final, le regard des gens sur ce chien-là a changé aussi. Je trouvais ça marrant. C'est très très tourné comédie, Anansi Boys, vous n'allez pas vous marrer non plus, mais franchement c'est drôle. Donc, Anansi est mort, Charlie va se rendre, je crois qu'ils sont en Louisiane, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre. Charlie va se rendre du coup pour les funérailles de son père et en fait il essaye un peu de se débarrasser de son frère qui prend beaucoup de place, qui est tout ce que Charlie n'est pas. Il est grand, il est beau, il est charmeur, il aime pas s'ennuyer, Miguel, il aime pas du tout. Et en fait, comme Anansi meurt, et ben les ennemis qu'Anansi avait se disent « Ah !» Comme les histoires ont été à voler, les histoires que tout le monde racontait appartenaient avant à Tigre, donc qui est un autre dieu africain, et c'était des histoires de violence. Et Anansi, c'est un gars qui manie les mots, les chansons, tout ça, qui est dans le charme. Anansi, il a réussi à voler ces histoires-là à Tigre et toutes les histoires lui sont appartenues à partir de là. Sauf qu'Anansi étant mort, Tigre veut essayer de récupérer ces histoires. Et d'autres dieux africains veulent quelque chose qu'Anansi leur a pris. Parce qu'Anansi, il ridiculise aussi. C'est un trickster. Les tricksters, c'est des dieux qui sont profondément chaotiques. C'est une figure anthropologique, le trickster. C'est Coyote, c'est Loki, c'est Anansi. Et c'est-à-dire que autant il peut vous faire vous aider, mais s'il a envie de vous emmerder, il va vous emmerder. Et bref, il va se passer plein de choses là-dedans. Et le truc que j'ai trouvé super intéressant, c'était le rapport entre ces fameuses sorcières et les dieux. Parce que, en fait, Anansi, quand il vivait avec la femme, donc la mère de ses 2 enfants, les voisines étaient des sorcières. Et il y en avait qui avaient plus de connaissances que d'autres et plus de caractère aussi, et qui savaient parfaitement que le voisin c'était un dieu. Et si vous voulez, les gamins ils ont fait une connerie, ça a eu des énormes conséquences, et on se dit que les sorcières, ces sorcières-là, étaient plus puissantes qu'Anansi. Et je trouve ça très fort. Très fort. Franchement, vous allez kiffer. Et c'est quelque chose, je trouve que autant American Gods, Anansi Boys, Neverwhere,
surtout American Guns et Anansi Boys et Le Monarque de la Vallée, Le Dog Noir. On est vraiment sur de l'oralité, du conte, du merveilleux, où vous voyez, le personnage est un peu archétypal, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est... Bon, je vous en dis pas beaucoup plus, que à la fois j'ai envie de vous en dire plein, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais c'est vraiment une très belle histoire. J'adore ce qu'écrit Neil Gaiman. Et là, on coche un peu les cases de l'urban fantasy avec des personnages qui sont marginaux, il y a le côté road trip aussi, mais enfin, allez les lire. Je pense que Neil Gaiman, il aime bien les road trips. Allez lire tout ça. Et je vais essayer d'être très brève, ça va pas être facile, en abordant le world building dans Harry Potter. Est-ce que vous connaissez Harry Potter? C'est un petit garçon de 11 ans qui était élevé par son gentil tonton, sa gentille tata, donc qui était très méchant avec lui, qui a reçu le jour de ses 11 ans une lettre lui disant qu'il était un sorcier et qu'il devait aller faire sa scolarité à Poudlard, une école de sorcellerie qui était en Écosse. C'est une œuvre un petit peu connue de J.K. Rowling. Là, donc le monde des sorciers, on est dans un monde qui côtoie le nôtre, côtoie le monde des gens, entre guillemets, mais les frontières sont assez fermes. Dans la mesure où les sorciers ont plein de lois qui disent qu'ils doivent cacher leur présence aux moldus, donc les gens qui ne sont pas sorciers, qu'ils ne doivent pas faire de magie envers eux, ils ne doivent pas les attaquer, enfin il y a vraiment... C'est l'ensemble de leurs lois qui justifie le fait que les humains ne savent pas que les sorciers sont là. Et je trouve que c'est très bien fait. Si un sorcier fait une connerie, un accident de potion ou quoi que ce soit, leur organisation sociale, donc leur ministère, va envoyer des sorciers pour réparer la chose et pour un peu effacer la mémoire des moldus, ou dire que le chaudron qui a pété, c'est une canalisation de gaz qui a cassé en fait. Le world building est quand même très bien fait parce qu'on est dans Harry Potter, on est sur une société sorcière anglaise parce qu'on n'a pas trop, on sait pas trop comment ça se passe ailleurs. C'est une société dans la société, mais la société sorcière est à quelques trains de retard par rapport aux humains. Parce que du coup, ils fréquentent pas tant que ça les moldus. Enfin, ils sont tous humains, hein, évidemment. Mais ils fréquentent pas tant que ça les moldus, donc ils sont en grave décalage culturel par rapport à tout ce que les moldus font. On est sur le sorcier tel que l'imaginaire populaire le décrit, donc le chapeau pointu, les grandes robes, la baguette magique, le balai, le familier avec par exemple une chouette, un chat, un crapaud, des trucs comme ça, qui fait des potions, qui lance des sorts, qui peut... avoir une influence sur les gens. Il y a des créatures magiques, il y a des êtres magiques également qui sont des êtres doués d'intelligence, contrairement aux créatures magiques qui sont des animaux. Il y a énormément de choses en fait qui relèvent un peu du fantastique entre guillemets. On a des elfes, on a des dragons, on a des loups-garous, mais c'est de l'urban fantasy parce que c'est un univers qui est parallèle au monde que l'on connaît. Par exemple, les enfants, pour aller à l'école à Poudlard, ils vont à la gare Saint-Pancras, donc King's Cross, pardon. Ils vont à la gare King's Cross et ils ont le quai 9-3/4 qui est là, du coup, qui appartient au monde sorcier, qui existe dans cette gare. Il y a plein de choses comme ça. Donc il y a des quartiers sorciers entiers qui sont à Londres, des rues sorcières, des villages sorciers. Ils ont un gouvernement, ils ont une cour de justice, ils ont une prison, ils ont une école, ils ont énormément de choses comme ça. Le peu qu'on connaît en fait, bon là je brosse l'univers très rapidement comme vous le voyez. Le peu que l'on connaît, c'est que à l'extérieur de l'Angleterre, c'est que par exemple il y a une réserve de dragons en Roumanie. Et il y a énormément de choses comme ça. Donc
Au niveau du gouvernement, ça se rapproche un petit peu à ce qu'on peut connaître au niveau de nos gouvernements, mais avec un côté un peu plus old school. Je trouve que au niveau du world building, c'est quand même vachement bien fait. C'est très très bien fait. Il n'y a pas tant que ça d'interaction au final avec les moldus, parce que l'essentiel de l'histoire se passe dans le monde des sorciers, ou alors c'est Harry qui est chez son oncle et sa tante. Mais on est vraiment sur un côté univers parallèle. Les sorciers les sorciers qui vivent uniquement dans leur monde sorcier, qui vont aller se balader dans le Londres moldu, peuvent donner l'impression d'être des originaux parce qu'ils sont habillés bizarrement. Mais donc on a le côté un petit peu marge comme ça, donc qui coche les cases de l'urban fantasy également. Je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le world building dans d'autres genres littéraires. Donc j'ai pensé à la bitlit. Donc merci Claire pour toutes tes suggestions. J'en lirai certaines. Je pensais aussi à la romance et au feel good. Le côté, donc là j'ai quelques idées, mais j'attends d'en lire plus pour avoir plus de grains à moudre. Mais je pense que le world building en fait est très intéressant dans n'importe quelle œuvre, parce que les gens ne vivent pas dans leur bulle, sauf si c'est justifié pour moi. Donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est sans doute un petit peu fouillis. J'en ferai d'autres dans plein de trucs différents. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire aussi si dans des univers d'urban fantasy ou de fantasy tout court, ou de fantastique, vous connaissez des œuvres où le world building est très bien fait, ou au contraire où le world building est inexistant. N'hésitez pas à me les transmettre. Là par exemple, j'ai pas parlé d'Akotar, mais Akotar pour moi on est plus sur de la fantasy, de la romantasy, la fantasy romantique on va dire. Mais bon, oui, il y a du boulot, mais c'est assez, je trouve que c'est assez maladroit. Je vais arrêter de taper sur Akotar, on va finir par croire que j'ai une dent contre eux. Allez, à tout bientôt, rêvez tout grand et